Bienvenue dans Le Débat, notre espace de discours rigoureux où nous explorons de multiples perspectives sur des textes complexes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet vraiment fascinant qui se situe à l'intersection parfaite entre, disons, une tradition millénaire et notre quête très contemporaine de bien-être. Nous allons disséquer l'efficacité et les fondements théoriques des massages ayurvédiques. Et pour être précis, nous nous basons sur les documents de formation d'art massage qui détaillent à la fois le massage corporel Abhyanga et le massage crânien indien. La question centrale qui va animer notre échange aujourd'hui est la suivante. L'Ayurveda doit-elle être considérée de manière littérale comme un système médical global où la santé physique est entièrement dictée par l'esprit et un équilibre que le texte qualifie de quantique, ou bien, à l'inverse, ces bénéfices indéniables doivent-ils être strictement compris et, disons, isolés à travers un prisme beaucoup plus pragmatique de relaxation physiologique et de soulagement mécanique ? C'est ça, exactement. Pour ma part, je défends l'idée que le matériel source présente une approche holistique indivisible, une vision qui est profondément valide, où les éléments spirituels, quantiques et physiques travaillent de concert. On ne peut tout simplement pas, on ne devrait pas, séparer la technique de sa philosophie sous-jacente si l'on veut induire une véritable guérison. Je suis convaincue que c'est un tout. Et de mon côté, je soutiens qu'il est intellectuellement impératif de séparer les choses. Les bénéfices physiologiques de ces massages corporels sont indéniables, réels, ils sont même très bien documentés, mais il faut les distinguer très clairement des affirmations un peu plus, disons, ésotériques et métaphoriques du texte, notamment lorsqu'il nous parle de corps quantique qui serait capable d'éradiquer absolument toutes les maladies. C'est là que je suis sceptique. D'accord. Pour bien lancer notre échange, je pense qu'il faut redonner un peu de contexte sur ce qu'est réellement l'Ayurveda selon ce fameux document. Parce que le texte est très clair dès le départ, il ne s'agit pas d'un simple menu de techniques de relaxation qu'on trouverait dans un spa de luxe, vous voyez. Étymologiquement, le document nous rappelle que ça vient de Ayus, qui signifie la vie, et Veda, la science ou la connaissance, donc c'est littéralement la science de la vie. Tout à fait. Une science vieille de plus de 5000 ans, originaire de l'Inde, et qui, comme le souligne d'ailleurs la formation, a même influencé la médecine de la Grèce antique et la médecine traditionnelle chinoise. C'est pas un détail, ça montre vraiment l'ampleur historique du système qu'on analyse aujourd'hui. Absolument. Et le point fondamental que la formation avance, c'est que contrairement à notre médecine occidentale moderne, qui a une fâcheuse tendance à compartimenter l'individu, on va voir un spécialiste pour le cœur, un autre pour la peau, un autre pour la santé mentale, l'Ayurveda propose un paradigme supérieur, un paradigme où l'esprit régit purement et simplement le corps. Le texte s'appuie beaucoup sur cette idée d'un corps quantique ou vibratoire. C'est de là qu'émergeraient nos pensées avant de se transformer en matière biologique. Oui, et c'est là que le concept devient très poétique avec, vous vous souvenez, cette citation de Deepak Chopra incluse dans le texte, Oh oui, très belle citation. qui affirme qu'il existe en chacun de nous un lieu de santé parfaite, un endroit dénué de maladies, qui ne ressent jamais la douleur et qui ne peut ni vieillir ni mourir. C'est une image puissante. Et attention, je reconnais très volontiers la valeur profonde de ces pratiques dans notre monde actuel. Le document qualifie d'ailleurs notre monde moderne de trépidant et d'épuisant. On ne va pas se mentir, c'est le cas. Ça on ne peut qu'être d'accord. Nous avons totalement perdu notre harmonie avec les cycles de la nature. C'est d'ailleurs pour ça, précisément pour ça, que le massage Abhyanga ou le massage crânien indien, le Shirodhara, sont présentés dans le texte comme des nécessités, pas comme des petits luxes du dimanche. Ils traitent les causes profondes de nos maux modernes, le stress, l'insomnie, l'épuisement. Et la promesse du texte, c'est que ces massages agissent directement sur notre système hormonal, sur nos glandes hypophyses et hypothalamus, tout en harmonisant les énergies du corps. C'est décrit comme une véritable technologie de la conscience. Une technologie, oui. Mais c'est là que j'aborde la question d'une manière un peu différente. Je ne conteste absolument pas les bienfaits physiologiques d'un toucher structuré. La réduction du stress, l'amélioration de la circulation sanguine, le fait de nourrir les tissus profonds avec des huiles chauffées, ce sont des faits cliniques. Un massage crânien pour soulager les trapèzes ou la fatigue oculaire, c'est une réponse ultra pragmatique à l'anxiété. Mais là où j'exprime un scepticisme, disons, très rigoureux, c'est face aux affirmations causales absolues de ce document de formation. À quelles affirmations pensez-vous exactement ? Parce qu'elles me semblent très cohérentes dans leur contexte. Eh bien, quand on lit, et c'est écrit en lettres capitales dans le texte, le seul remède à la maladie est la connaissance de soi, là on franchit vraiment la limite entre la philosophie et la science médicale factuelle. Dire que l'huile de sésame apporte des vitamines ou soulage des raideurs, très bien, c'est parfait.
Mais lier l'immunité d'une personne ou même, écoutez bien, la guérison de maladies dites incurables au déblocage du chakra de la couronne sous prétexte qu'on aurait libéré nos attachements terrestres, c'est là que le bas blesse pour moi. On doit faire le tri entre l'efficacité clinique indéniable du toucher humain et la mythologie certes magnifique qui l'emballe. Je comprends pourquoi vous pensez cela. C'est une réaction très cartésienne. Mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur cette prétendue séparation entre mythologie et science médicale. Le texte nous invite précisément à dépasser ce dualisme occidental. Regardons de plus près cette histoire de corps quantique et de nature de la maladie. Le document postule que tout ce que nous pensons et faisons prend d'abord sa source à l'intérieur de ce corps vibratoire pour émerger ensuite, dans un second temps, à la surface de la vie biologique. D'accord, mais concrètement, comment le texte traduit-il cette belle idée quantique une fois qu'on est allongé sur la table de massage? Eh bien, il cite un dicton indien que je trouve profondément évocateur. Si vous voulez savoir quelles étaient vos pensées d'hier, regardez votre corps aujourd'hui. Si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre corps de demain, regardez vos pensées d'aujourd'hui. Et pour les praticiens de l'Ayurveda, comprenez bien que ce n'est pas une simple métaphore de développement personnel qu'on affiche sur les réseaux sociaux, c'est la base absolue de leur science préventive. Pour que nos auditeurs visualisent bien, l'Ayurveda explique que nous sommes composés de 5 grands éléments, les Mahabhutas, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ce qui nous amène inévitablement au fameux dosha. Logique, qu'on appelle les doshas, Vata, Pitta et Kapha. Pour simplifier, imaginez Vata comme l'énergie du vent et du mouvement, Pitta comme le feu, de la transformation et de la digestion, et Kapha comme la terre et l'eau, ce qui donne la structure physique. Le texte explique qu'un déséquilibre dans ces forces, c'est la cause fondamentale de toute maladie. Donc, le but du praticien n'est pas de bêtement traiter un symptôme, mais de traiter ses humeurs néfastes avant qu'elles ne se cristallisent en pathologie grave. Je l'admets, c'est un modèle préventif très élégant. C'est une sorte d'écosystème intérieur à gérer. Oui, c'est ça. Et c'est pour cela que lorsqu'une maladie dite incurable connaît une guérison que notre médecine occidentale va s'empresser de qualifier de, je cite, miracle inexpliqué, l'Ayurveda l'explique de façon très logique. C'est par cette reconnexion de l'individu à son lieu intérieur de santé parfaite. Le massage physique n'est que le point d'accès. C'est la porte d'entrée matérielle pour atteindre ce niveau quantique et, si je puis dire, réaligner le code source. L'analogie du code source est intéressante. Mais j'aborde la question d'une manière un peu différente, justement, en m'appuyant sur les propres limites qui sont imposées par le texte de la formation. Suivons votre logique un instant. Si nous acceptons la prémisse stricte que la conscience et le corps quantique sont les moteurs exclusifs de la santé parfaite et que la connaissance de soi est, je vous cite le texte, le seul remède, alors on fait face à une contradiction interne assez flagrante dans le document. Une contradiction interne. À quel niveau ? Je ne vois pas. Au niveau des contre-indications, regardez la section spécifique des contre-indications au massage dans le manuel. Le texte dresse une liste très stricte, très pragmatique, de barrières purement physiologiques et mécaniques où le massage doit être absolument évité. On y trouve les phases aiguës de maladie, la fièvre, les états inflammatoires, les infections, le cancer, la sclérose en plaques, les suites d'opérations chirurgicales ou même, et ça c'est génial, des choses aussi prosaïques qu'avoir la vessie pleine ou être dans les 2 heures qui suivent un bon repas. C'est une précaution standard en massothérapie, tout simplement. Bien sûr que ça l'est. Et le document justifie cela de façon très rationnelle en disant que pendant ces moments-là, le corps est concentré sur un travail d'élimination, de digestion ou de réparation et que le massage perturberait ce travail naturel. Mais avouez que, philosophiquement, ça coince sérieusement. Si l'esprit régit entièrement le corps et que le praticien manipule le corps quantique par le toucher pour ramener l'individu à cet état de perfection où la maladie n'existe pas, pourquoi une malheureuse digestion en cours ou une vessie pleine bloquerait-elle cette puissante technologie de la conscience ? Je vois où vous voulez en venir avec cette ironie, mais Ces contre-indications sont la preuve indéniable que, fondamentalement, ce qui se passe sur la table de massage est une interaction biomécanique, circulatoire et nerveuse. Ça doit obéir aux lois de base de la plomberie humaine et de la physiologie, et ça ne peut pas se résumer à une simple manipulation magique par la pure conscience. C'est un point très intéressant, je vous l'accorde, bien que je le formulerai tout autrement. Vous réduisez ça à de la plomberie humaine. C'est dommage. La présence de ces contre-indications, très terre-à-terre, ne nie absolument pas l'existence du corps quantique.
Au contraire, elle illustre l'incroyable pragmatisme du système ayurvédique. Le texte mentionne un autre concept très important que vous omettez, ce sont les shrotas, c'est-à-dire les 16 canaux qui véhiculent les doshas à travers l'organisme. Pour simplifier, imaginez les shrotas comme un vaste réseau d'autoroutes énergétiques. D'accord, je vous suis sur les autoroutes. Conduisons. Lors d'une fièvre, d'une infection ou même simplement, comme vous le disiez, lors de la digestion, notre énergie vitale est déjà massivement dirigée vers un processus critique. Les autoroutes sont pleines. Ajouter par-dessus cela le stimulus profond d'un massage corporel à Abhyanga viendrait forcer l'énergie à se disperser ailleurs, créant en fait un nouveau déséquilibre, un embouteillage. C'est précisément parce que l'approche est authentiquement holistique qu'elle respecte les rythmes du corps physique. Car le corps physique, dans ce paradigme, ce n'est rien d'autre que la manifestation la plus dense du corps quantique. On ne peut pas ignorer le matériel sous prétexte qu'on vise le spirituel. Ce serait une erreur de débutant. Donc vous dites que le physique et le quantique communiquent en permanence. Mais comment font-ils le pont très concrètement pendant le soin? C'est là que le matériel source devient vraiment passionnant, notamment quand il décrit ses mécanismes d'action physique. Et un des éléments centraux qui fait précisément ce fameux pont entre le physique très dense et le subtil, c'est l'huile de sésame. Le document ne se contente pas de poésie vague à son sujet, il avance des évidences spécifiques. Ah, le fameux Sesamum indicum. C'est vrai que le texte lui consacre une place énorme. Absolument. L'Ayurveda exploite la capacité de notre peau à absorber les éléments. Le texte affirme que ces huiles médicinales chauffées ont la propriété biochimique de pénétrer littéralement les parois cellulaires pour atteindre des zones non vascularisées, comme l'intérieur de nos articulations. Ce n'est pas, disons, un banal lubrifiant pour que les mains du masseur glissent sans friction. La graine de sésame est décrite comme une véritable corne d'abondance. Le document liste ses composants de façon très factuelle. Calcium, cuivre, magnésium, fer, zinc, phosphore, potassium, sans oublier les vitamines B6, B9 et E. Une composition nutritionnelle très riche, en effet, personne ne le nie. Et le texte lui attribue des effets mesurables dans le corps. Elle est antioxydante, possède des propriétés anti-infectieuses, elle modifie même favorablement le rapport entre notre bon et notre mauvais cholestérol, elle fortifie le tissu osseux et le texte va jusqu'à dire qu'elle empêche le grisonnement prématuré des cheveux, mais surtout, sur le plan ayurvédique qui nous intéresse, cette huile est considérée comme la reine parce qu'elle équilibre positivement les 3 doshas dont on parlait tout à l'heure. Elle combat la froideur et la sécheresse de Vata, elle réchauffe l'organisme pour Pitta et elle stabilise les énergies lourdes de Kapha. C'est une substance thérapeutique active, presque intelligente. C'est un argument convaincant. Et avez-vous considéré le saut logique périlleux que le texte nous demande d'effectuer ici? Je vous concède entièrement les excellentes propriétés dermatologiques et nutritionnelles de l'huile de sésame. La biochimie topique occidentale est tout à fait d'accord avec ça. Les lipides, surtout combinés avec de la vitamine E, nourrissent l'épiderme, améliorent son élasticité et agissent comme une formidable barrière antioxydante. Que ça fasse le bonheur de la peau sèche ou que ça calme le feu du rasoir, c'est factuel, on est d'accord. Alors, où est le problème si nous sommes d'accord sur ces bienfaits? Le problème, c'est que la rigueur intellectuelle doit clignoter au rouge lorsque le texte glisse sans aucune forme de transition de ces faits biochimiques à des extrapolations purement mythologiques. Le document affirme que dans la tradition indienne, on dit que ces graines mènent vers l'immortalité. Bon, on peut y voir une charmante métaphore pour la longévité, passons. Mais le texte dit aussi qu'une goutte d'huile quotidienne dans chaque narine favorise non seulement la lubrification des sinus, ce qui est purement mécanique, mais favorise aussi, je cite, le sourire et la sérénité. Vous trouvez ça vraiment si exagéré de dire qu'un soin corporel agréable apporte de la sérénité? Non, bien sûr que non. Mais l'idée d'attribuer la préservation de la couleur des cheveux à une simple friction crânienne, ou de prêter à une huile végétale la capacité de stabiliser spécifiquement les énergies kapha, ça relève pour moi de la pensée magique. Ce que je veux souligner ici, c'est l'importance cruciale de la précision conceptuelle. On peut tout à fait célébrer les immenses bienfaits d'une pression manuelle avec de l'huile de sésame chaude pour détendre nos tissus, sans pour autant avoir besoin de souscrire à la croyance que cette huile possède une forme d'intelligence autonome, capable de naviguer dans notre métabolisme pour équilibrer une force invisible ou nous empêcher de vieillir. C'est absurde. Je ne suis pas du tout convaincue par ce raisonnement, parce qu'il réduit une science millénaire d'observation clinique à une simple liste d'ingrédients biochimiques isolés. C'est d'ailleurs très symptomatique de notre approche occidentale moderne.
Si nous isolons juste la vitamine E de l'huile dans une boîte de pétri en laboratoire, nous manquons toute la synergie de la plante entière, interagissant avec l'organisme humain vivant. C'est ce que le texte identifie intelligemment comme l'harmonisation de l'homme avec le macrocosme, avec la nature. Mais la nature est faite de biochimie, hein. C'est son langage. Oui, mais l'interaction corps-esprit va bien au-delà des simples molécules. Et cela trouve d'ailleurs son expression la plus aboutie dans ce qui est peut-être la partie la plus fascinante du document, l'impact sur notre système nerveux central et sur notre anatomie énergétique, notamment à travers la pratique du massage crânien indien. C'est vrai que le protocole décrit pour le massage crânien est particulièrement détaillé dans le manuel. Le texte est formel là-dessus. C'est un massage d'environ 30 minutes qui se concentre sur le crâne, la nuque, les trapèzes et le front. Et les résultats thérapeutiques revendiqués sont profonds. Traitement du stress, de l'anxiété, de la dépression et même de l'épuisement mental sévère. Comment ça fonctionne? En restaurant la force du système nerveux d'une façon très douce et non intrusive. Comme on l'a évoqué, cela cible l'hypophyse et l'hypothalamus, cette fameuse glande maîtresse qui orchestre nos humeurs et nos hormones. Et jusque-là, la neurologie classique peut tout à fait valider ces mécanismes. Masser ces zones détend le système. Sauf que l'Ayurveda ne s'arrête pas à la neuroanatomie classique. Le document explique que ce massage agit spécifiquement sur les points marma et sur les canaux nadis. Pour utiliser une image simple, les points marma sont comparables aux points d'acupuncture de la médecine chinoise, des intersections névralgiques de notre énergie. De plus, le soin cible explicitement les 3 chakras supérieurs. Vishuddha au niveau de la gorge, Ajna, le fameux 3e œil au milieu du front, et Sahasrara, le chakra couronne au sommet de la tête. Et voilà, c'est exactement là que le manuel de massothérapie se transforme subitement en traité de théologie indouce. C'est une cartographie énergétique indispensable. Ignorer que ce massage vise explicitement à ouvrir une porte vers l'éveil spirituel et la réalisation de soi, c'est amputer cette thérapie de son intention première. Le texte relie de façon très précise chaque chakra à des états émotionnels fondamentaux. Par exemple, le chakra de la gorge est présenté comme le siège de notre vérité et il se retrouve bloqué par nos mensonges. Le 3e œil est bloqué par nos illusions et le chakra couronne est bloqué par nos attachements terrestres. C'est la compréhension fine de ces blocages métaphysiques qui permettent aux praticiens d'obtenir les résultats cliniques impressionnants qui sont listés dans le cours, comme la baisse spectaculaire de la tension artérielle ou le retour au sommeil profond. L'intention de débloquer ces énergies compte autant, sinon plus, que la pression mécanique des doigts. Écoutez, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout convaincu par cela. Et laissez-moi vous dire pourquoi en restant strictement collé à ce que le texte nous donne. Les résultats cliniques que vous citez, comme le soulagement des maux de tête chroniques, l'apaisement des douleurs ophtalmiques, le relâchement des mâchoires crispées et l'amélioration du sommeil, enfin, tout cela s'explique de manière exhaustive et amplement suffisante par la simple détente musculaire et nerveuse. Vous réduisez encore cela à un simple effet mécanique. C'est réducteur. Le document le mentionne lui-même à juste titre. Beaucoup de nos contemporains n'arrivent à se détendre globalement que lorsqu'ils parviennent enfin à relâcher la zone critique située au-dessus de la nuque. Quand un praticien masse les trapèzes, le cuir chevelu et les tempes avec bienveillance, il stimule mécaniquement la circulation sanguine. Il lève les spasmes musculaires microscopiques qui causent ce qu'on appelle les céphalées de tension. Plus important encore, ce toucher envoie des signaux massifs à notre système parasympathique, la partie du cerveau qui agit comme la pédale de frein de notre stress. Ça déclenche le calme physiologiquement. Tout cela a une immense valeur clinique, c'est indiscutable. Nous sommes d'accord sur le constat physiologique. Le calme s'installe. Oui, mais est-il vraiment nécessaire d'accepter l'anatomie ésotérique proposée par ce texte pour valider cette efficacité clinique ? Le document que nous analysons fournit une liste extrêmement rigide des chakras et de leur blocage. Le chakra racine, bloqué par la peur, le chakra de l'eau par la culpabilité, et quand on arrive au chakra du feu, le plexus solaire, le texte nous dit qu'il est bloqué par la honte. Il associe même cela aux couleurs et liste de manière assez surprenante les noms des archanges. Gabriel, Samaël, Raphaël. Ce sont des repères symboliques forts pour le praticien. Mais dire qu'un patient digère mal parce que son plexus solaire est bloqué par la honte et que c'est lié à l'archange Raphaël, c'est une construction théologique et psychologique. Ce n'est pas une réalité anatomique objective. Exiger d'un étudiant en massothérapie qu'il intègre le fait que soulager une névralgie faciale dépend de sa capacité à libérer les attachements terrestres du chakra couronne de son client, c'est alourdir une procédure mécanique élégante avec un dogme spirituel très lourd.
On peut parfaitement traiter l'anxiété d'une personne par l'apaisement de son système nerveux autonome, sans avoir besoin d'invoquer la circulation d'une énergie cosmique pure, non? C'est une distinction très tranchée que vous faites là, mais elle passe totalement à côté de l'intention profonde de l'Ayurveda telle qu'elle est définie dès l'introduction par Art Massage. Le but de cette pratique est explicitement triple: le maintien de la santé, la guérison des maladies et la réalisation de soi. Séparer le toucher physique de l'intention spirituelle, c'est appliquer une lentille purement technicienne, extrêmement réductrice, sur une sagesse orientale qui est, par nature, intégrée. Mais peut-on être un bon praticien sans croire à cette sagesse orientale intégrée? C'est ça la question. Le texte appelle le massage crânien le divin secret de l'Ayurveda. Ce n'est pas qu'une simple formule de marketing pour vendre des formations, vous savez. C'est la reconnaissance très ancienne que toucher la tête d'un être humain avec une pleine présence, avec de l'huile de sésame chaude, en respectant la géométrie sacrée des points marma, c'est un acte de communication profonde. Ça dépasse de très loin la simple décontraction de notre tissu aponévrotique ou de nos fascias. Cela crée un espace sécurisant, cette brève visite dans le fameux lieu de santé parfaite dont parlait Chopra. Et c'est cet état modifié de conscience qui est capable d'induire un profond changement psychologique et par ricochet, un vrai changement immunitaire. Et pourtant, j'insiste sur le fait que l'acte de toucher humain, lorsqu'il est réalisé avec cette fameuse bienveillance, cette écoute et une excellente technique, se suffit amplement à lui-même. C'est précisément ce qui rend ces massages universellement pertinents et si populaires aujourd'hui, que l'on croit ou non à l'existence littérale des canonadis ou du corps quantique vibratoire. Le texte rappelle une statistique assez frappante de l'Organisation mondiale de la santé. 70% de la population au Canada et 75% en France a aujourd'hui recours à des médecines traditionnelles ou alternatives. Ce qui prouve bien que la médecine strictement mécanique ne suffit plus aux gens. Ça souligne surtout un besoin sociétal criant. Le besoin de soins axés sur le patient, le besoin de praticiens qui prennent le temps de vous écouter pendant 1 heure et de vous toucher avec attention, contrairement aux consultations médicales souvent expédiées et chronométrées. Mais ce besoin psychologique fort ne valide pas de manière empirique l'idée que nos maladies inflammatoires sont créées par des pensées quantiques mal alignées ou des chakras bloqués par l'illusion. C'est là toute ma nuance. Préservons précieusement la merveilleuse technique du massage crânien et les bienfaits relaxants de l'Abhyanga, mais gardons notre clarté intellectuelle face au dogme absolu sur les origines invisibles de nos maladies. Je crois qu'il est temps pour nous de synthétiser un peu nos positions à la lumière de cet échange passionnant sur la nature de ces soins. Ce que je retiens fondamentalement de notre discussion et du matériel source fourni par Art Massage, c'est que l'Ayurveda propose une vision globale brillante. Elle nous rappelle que l'être humain n'est pas une machine isolée, faite de pièces détachées qu'on répare mécaniquement, mais qu'il fait partie intégrante d'un macrocosme intimement lié aux éléments naturels. Le texte nous démontre que maintenir que notre esprit, nos tissus physiques, qu'on appelle les dhatus, et l'énergie de nos doshas sont indivisiblement liés, offre une voie thérapeutique bien supérieure à la simple suppression des symptômes. C'est une approche qui vise une élévation de chaque aspect de la vie vers la croissance spirituelle et la guérison physique, et dont la longévité ininterrompue sur 5000 ans témoigne de l'incroyable efficacité. Ce manuel articule magistralement cette nécessité, paradoxalement très moderne, de retourner à la connaissance de soi comme véritable outil de santé. Et de mon côté, je reconnais très volontiers la sagesse incontestable qu'il y a à maintenir notre santé par une meilleure harmonie avec les cycles naturels. Et surtout, à traiter le fléau destructeur du stress contemporain par des méthodes manuelles douces, précises et attentionnées comme le Shirodhara ou l'Abhyanga. Les vertus relaxantes et antioxydantes de l'huile de sésame chaude, combinées au toucher bienveillant, sont tout simplement formidables. Néanmoins, je maintiens que notre époque exige une certaine rigueur et une clarté intellectuelle. Nous nous devons de séparer les bienfaits physiologiquement prouvés, comme la relaxation du système nerveux autonome et l'amélioration de la souplesse articulaire, des métaphores spirituelles. Celles-ci sont certes fascinantes et poétiques, mais elles ne sont pas littérales concernant des corps invisibles, quantiques ou la guérison mystérieuse de maladies graves par la simple manipulation de nos émotions ou de nos chakras. Nous convenons en tout cas que ces documents sources offrent une opportunité vraiment fascinante de repenser profondément la façon dont nous traitons l'épuisement nerveux et les affections chroniques dans notre monde moderne. Absolument. Il nous force à regarder de plus près cette interaction que nous avons si souvent tendance à négliger entre nos modes de vie effrénés, notre besoin viscéral et très physiologique de contact humain et notre rapport à la nature.
Il y a encore énormément à explorer dans ces textes pour comprendre comment nous fonctionnons réellement. Tout à fait. Nous laissons donc à nos auditeurs le soin de poursuivre cette réflexion et de forger leur propre opinion sur l'endroit exact où se situe la délicate frontière entre la thérapie holistique spirituelle et la médecine empirique physiologique. C'est la fin de notre échange d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.